Bonjour à tous, jeudi 3 août 2023, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Après Dakar, c'est au tour de Thiès d'être la cible d'individus mal intentionnés dans la capitale du rail. 3 bus AFTU ont été incendiés hier. Le président du collectif des transporteurs appelle à plus de sécurité. Également dans l'actualité, Afrobasket féminin Kigali 2023, jour de match pour les Lionnes du Sénégal. Elles affrontent ce soir le Mali en demi-finale. Les Aiglones vainqueurs de la Guinée hier soir sur le score de 96 à 56. Les commerçants de Thiès disposent désormais de la plateforme Boutique 221, une initiative de l'État du Sénégal à travers le ministère du Commerce. Objectif, faciliter aux PME, PMI l'accès au marché international pour la vente notamment en ligne. Les rencontres au gouvernement face à la presse, c'était ce jeudi à la primature. Pour l'occasion, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur est revenue sur l'affaire qui secoue actuellement notre pays. Je vous propose d'écouter Maître Aïssata Tall Sall. Le ministre Abdou Karim l'a donné. Le procureur est le maître des poursuites. Il a un temps pendant lequel il doit pouvoir poursuivre. Au-delà de ce temps, quelle que puisse être sa volonté, il ne poursuivra pas. Ce temps, il est de 3 ans, quand c'est un délit. Parfois même, ça peut être moins, quand c'est une contravention. Il est de 10 ans, quand c'est des actes criminels qui sont posés. Donc, il peut remonter sur les faits aussi loin que le délai de prescription lui permet. Maintenant, pourquoi a-t-il attendu? Il lui fallait un faisceau de faits, un faisceau d'actes lui permettant de soutenir l'incrimination. C'est pour ça qu'on a attendu. Vous pensez que 2021, c'est parce qu'on n'avait rien? Bien sûr qu'on avait. Mais on s'est dit, peut-être que c'est une incartade. Peut-être que ça va se calmer. Peut-être que ça va revenir à la raison. Parce que, détrompez-vous, le gouvernement n'ouvre pas des procédures seulement parce qu'il veut ouvrir. Encore moins de les ouvrir parce qu'il veut, comme certains le pensent, liquider un opposant politique. Dans toutes ces postures et dans toutes ces prises de décision, le gouvernement voit de la façon la plus objective et de la façon la plus légale comment procéder. Or, à l'époque, on avait le procès Adji Sarr qui ne s'était même pas ouvert. On en était qu'aux accusations d'Adji Sarr en 2021. Rappelez-vous, c'était à la gendarmerie. Ensuite, il y a eu l'affaire de Mambay. Mais le gouvernement s'est dit, ces 2 personnes privées, 2 citoyens qui pensent avoir quelque chose à reprocher à Ousmane Sonko. Attendons, si le gouvernement s'en mêle, vous vous rappelez de cette thèse au complot? Combien de fois a-t-on crié au complot ici, et dans l'affaire de Adji Sarr, et dans l'affaire de Mambay? On s'est dit, ce n'est pas le moment de jouer ce jeu-là. On a 10 ans pour le faire. Quand tout s'éclaircira sur le plan judiciaire entre ces 2 personnes privées et M. Ousmane Sonko, à ce moment-là, le procureur, s'il le souhaite, pourra intervenir. Voilà ce qui s'est passé et j'en profite pour répondre à une question, je ne sais plus qui l'a posée. Pourquoi a-t-on considéré qu'il n'y avait plus de menaces et que quelques jours après, que c'est Aïssatou Diop, est là, et que quelques jours après, on ait déclenché la procédure? Mais justement, c'est parce qu'il n'y a plus de menaces que la procédure est faite. Ou alors, c'est parce que la procédure devait être faite qu'il n'y avait plus de menaces. Parce qu'on devait passer à une autre étape judiciaire. Lors de cette rencontre face à la presse, la ministre auprès des ministres des Affaires étrangères chargée des Sénégalais de l'extérieur, Dr Annette Seck Ndiaye, est également revenue sur la situation de nos compatriotes. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais rendre compte de la mission que j'ai effectuée les 25 et 26 juillet à Dakhla, sur instruction de Monsieur le Président de la République, pour apporter soutien et assistance à nos compatriotes qui ont tenté, bien entendu, l'émigration, pour la plupart vers l'Espagne, et dont les embarcations ont été arraisonnées dans les eaux territoriales marocaines. Comme vous le savez, à cette date-là, 478 compatriotes étaient à Dakhla, dans les différents centres d'accueil et d'hébergement. Certains étaient dans un état de santé, avec un état de santé assez, je dirais même déplorable. La plupart étaient hospitalisés au centre régional de Dakhla.
et leur évacuation a nécessité une évacuation par avion. Et Monsieur le Président de la République a bien voulu mettre à notre disposition un avion de l'armée de l'air pour rapatrier ses compatriotes qui ne pouvaient prendre la voie terrestre. Ainsi, nous avons rapatrié le 26 une vingtaine de malades et puis également des femmes, une dizaine de femmes et puis 3 mineurs. C'est en tout 48 personnes qui ont été rapatriées et les 428 autres ont été rapatriés par la voie terrestre. Alors je voudrais, si vous le permettez, avec votre permission, revenir quand même sur cette recrudescence que nous avons pu constater depuis le mois de juin, mais globalement depuis l'année 2023. Parce que selon les statistiques que nous avons au niveau de Dakhla, l'année dernière, en 2022, c'est environ 404 compatriotes que nous avons eu à ramener, à rapatrier. Mais aujourd'hui, entre le mois d'avril et le mois de juillet, nous avons 15 pirogues ont été arraisonnées dans les eaux territoriales marocaines, soit 1535 personnes, avec 1237 passagers d'origine sénégalaise. Je vous le disais dans les titres, les bus de transport en commun AFTU ciblent depuis quelques jours d'individus mal intentionnés. Après Dakar, ce mardi, 3 bus ont été incendiés ce mercredi à Thiès, au quartier Médina Fall. L'incident s'est produit vers 3 heures du matin. Le gouverneur de région s'est rendu sur les lieux et annonce l'ouverture d'une enquête. Fatimata Banelba. 3 bus calcinés et pour la plupart hors d'usage, c'est l'amer constat fait par les populations du quartier Médina Fall de Thiès à leur réveil. Des bus incendiés par des individus mal intentionnés au courant de la nuit. Le gouverneur de Thiès et ses services se sont dépêchés sur les lieux pour évaluer les dégâts. Face à de tels actes ignobles, odieux, surannés, d'un autre âge, d'une autre époque, on ne peut qu'exprimer notre indignation. Les condamner fermement et dire que ces auteurs vont être pourchassés, vont être traqués, recherchés, traqués et mis à la disposition de la justice. Parce qu'on est dans un état de droit. L'État ne faillira pas et les auteurs de tels actes seront traqués et mis aux arrêts. L'autorité administrative avertit et appelle les populations usagers des bus à faire preuve de responsabilité en dénonçant les auteurs de tels actes criminels. Les forces de défense et de sécurité, que je félicite au passage, veillent au grain. Les populations aussi, plus particulièrement les jeunes des quartiers, devraient aussi nous aider. Nous aider dans la dénonciation. Parce que l'État ne peut pas mettre un policier, un gendarme derrière chaque citoyen. Ce n'est pas possible. Objectivement, ce n'est pas possible. Donc il faudrait que les honnêtes gens dénoncent ceux qui sont tentés de saper le moral des honnêtes citoyens. Les transporteurs victimes de ces actes aussi se désolent d'être à chaque fois la cible de malfaiteurs. Les dégâts sont énormes parce que les véhicules là, vous ne pouvez pas avoir un Tata comme ça à moins de 30 millions. Donc quand on vous dit que 3 véhicules ont été incendiés, nous allons continuer à rouler parce que nous sommes des Sénégalais et nous sommes également dans un pays organisé. Depuis le début des tensions politiques au Sénégal, c'est la première fois que la région de Thiès subit de telles pertes. Le gouverneur et les autorités chargées du transport comptent réguler le secteur, surtout celui des 2 roues, souvent incriminés dans ce genre de situation. Et suite à l'attaque du bus de la ligne 65 AFTU à hauteur de Yarar, le président Diogo Mali, qui était l'invité du journal de 19h hier, il est revenu sur les faits et appelle l'État et la jeunesse à œuvrer pour plus de sécurité. Ramatadem.
Un acte ignoble s'est produit hier à hauteur de Yarakh. Des hommes encagoulés ont attaqué un bus de la ligne 65 de Aftou. Bilan 2 morts, des blessés évacués à l'hôpital de Thiaroye. Premier acte qualifié de terroriste au Sénégal. Malgré les informations données de sources sûres, certaines rumeurs commencent à circuler. ñiy wax loolu seen matériel yàqu ci wala ñi ci gaañu du seen ay mbokk wala ñi ci ñàkk bakkan itam du seen ay mbokk. Ceux qui disent ce genre de choses ou d'inepties n'ont pas perdu leur bien dans ces manifestations. Ces morts et blessés ne sont pas des membres de leur famille proche. Les 2 qui étaient dans le bus qui a pris feu hier ne sont toujours pas identifiés. On sait que l'une des victimes est une femme, l'autre est un enfant. Personne ne peut les identifier jusqu'à présent. Le chauffeur, lui, travaille bien avec nous depuis des années. On le connaît très bien. Dire que c'est un policier, c'est vouloir embrouiller les gens. C'est inexact. Il fait partie de l'AFTU. ñooñu di wax naan policier la ak dugal ci yooyu ñooñu bëgg a jaxase AFTU peut-être ak ñeneen xawma lu ñun ci jublu nag waaye wax jooju moom maa mën a taxaw fii wax ne nekkul wax joo xam ne lu am la dara amu ci. ligne 65 bi xëy na daf cee tombé rek xëy na mu demee noonu mais du ligne 65 bi rek la ñu taal. Ce n'est pas la première attaque. Mais avant le départ du feu, les passagers avaient déjà été évacués, ce qui n'a pas été malheureusement le cas cette fois-ci. C'est peut-être dû à l'effet de surprise. 5 d'entre eux ont été évacués à l'hôpital de Thiaroye. ñu sànni bis bi mu commencé tàkk balaa nit ñi jeex nag ci la ñenn ñaam ay gaañu lu mat 10 minutes ñi ngi ci hôpitalu Thiaroye bi ak ñaari nit ñooñu nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan te ñu yóbbu leen ci hôpital Dalal Jàmm. Les membres de AFTU se posent beaucoup de questions. Pourquoi autant d'acharnement sur leur bus? Comment sécuriser les bus, mais surtout les passagers? En tout cas, ils comptent beaucoup sur la réactivité de l'État. tax ñu ciblé AFTU nag moom jaaxal nañu ñi nga xam ne ñoo yore AFTU ndax nag AFTU moom bu dee da ngay yàq sax bu dee da ngaa mere état bay yàq sax AFTU moom wax dëgg yàlla du alalu état. Le fait qu'ils ciblent l'AFTU nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Nous n'avons rien compris. Notre parc est de 2500 bus répartis dans les 13 régions. Nous embauchons la jeunesse et nous contribuons aussi au déplacement des populations. ci biir Sénégal. matuwaay yi ñu jël moom yaakaar naa ne bu état lañ ciy gën a séentu moom moo war a jël ay matuwaayam jéem a wut sécurité bu doy ci ñooñu nga xam ne li ñuy def moom yëfu bandi la. Nous comptons beaucoup sur l'État pour la sécurité de nos bus et des passagers. Cet État doit mettre en place un dispositif pour stopper ce banditisme. Nous aussi, nous comptons mobiliser des jeunes pour renforcer la sécurité de nos biens et des personnes. jóg def ay kuréel yoo xam ne xëy na mun nañu sax bañ a xàmmee bu ñuy wër seet foo xam ne suñu oto yi danañ fa taxaw wala danañ fa jaar ñu jël ci suñu ay matuwaay ba nga xam ne képp ku ñu gis nga xam ne yaa ngi jëm si ci suñu alal su boobaa itam danañu fexe ba jàpp la wala ñu alerter état ñu ñëw fekk la foofu li war ci yow ñu def ko. Des actes regrettables et ignobles qui ne devraient jamais se reproduire dans notre pays. À la suite de AFTU, le collectif des entreprises agréées pour le transport et la livraison de conteneurs au Sénégal a aussi fait face à la presse. Il a dénoncé l'incendie d'un de leurs camions par des individus non identifiés. Le groupe exhorte à plus de protection des Koumaniaï. C'est le lundi 31 juillet dernier qu'un des leurs a été agressé. Le tracteur du camion-conteneur qu'il conduisait incendié. Le collectif des entreprises agréées pour le transport et la livraison de conteneurs au Sénégal a fermement condamné cet acte criminel. Le collectif déplore l'acte irréfléchi qui aurait pu coûter la vie du chauffeur et la perte du conteneur. Le collectif invite l'État à assurer la sécurité des déplacements des camions pour un bon déroulement des opérations de livraison de conteneurs. Le collectif appelle également à la responsabilité et au discernement. Les transporteurs de conteneurs ne sont que dans le rôle de transport public de marchandises pour servir le pays.
Le conducteur raconte la scène avec précision. J'étais dans le camion, arrivé à Yarakh vers le garage Mapatendjoum. J'ai vu qu'il y avait un barrage. J'ai voulu faire demi-tour, mais des hommes sortis de nulle part ont encerclé la voiture. Ils ont subitement sorti des couteaux et se sont mis à crever mes pneus. L'un d'eux a brusquement ouvert la porte qui se trouvait à ma gauche et a commencé à m'insulter. Ils m'ont forcé à descendre et ensuite ils ont incendié le camion. Cet incident a valu à ces transporteurs d'importantes pertes financières suite à un arrêt obligatoire de travail. Tout ce qu'ils espèrent, c'est que cette situation ne se reproduira plus. Du côté des commerçants, tout est revenu à la normale. Après une grève de 72 heures, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, ACIS, a suspendu son mot d'ordre de grève. Après des discussions, la Direction générale du port a pris des mesures fortes. Le directeur général du port a décidé de réduire les coûts de moitié pour que ceux qui avaient laissé leurs conteneurs en souffrance puissent revenir les faire sortir du port. C'est là autant d'actions qui ont été engagées et qui aujourd'hui nous réjouissent et nous lui en sommes reconnaissants. Nous sommes des Sénégalais. À ce titre-là, nous avons tous intérêt à travailler, à faire de notre port une des meilleures plateformes de la sous-région. Notre vocation, ce n'est pas d'aller tout le temps en grève, mais juste d'accompagner l'État, d'accompagner le directeur dans sa politique, parce que, quoi qu'on puisse dire, qu'il a révolutionné le port autonome de Dakar. L'ACIS a aussi appelé les commerçants à récupérer les conteneurs qui se trouvent encore au port. Car selon eux, cela empêche la venue des importations, faute de lieux de stockage. Les commerçants, comme les transporteurs, ont salué la diligence de la Direction générale du port et appelé à un Sénégal de paix et de cohésion. Il faut se départir des mauvaises habitudes pour tirer le meilleur profit des performances du port. C'est l'avis de Montagassi, le directeur général du port autonome de Dakar, dénonce les day-off des commerçants alors que le port reste ouvert 24 heures sur 24. Un changement de comportement qui s'impose pour garantir la fluidité des activités. Je vous propose d'écouter Montagassi. Il était l'invité hier du magazine Le Point avec Ousmane Garifay. Notre rôle, c'est de réguler, de garantir un service aux navires le meilleur possible, qui permet de continuer à attirer plus d'acteurs dans notre port. Que nos commerçants qui opèrent sur des activités stratégiques dans ces pays-là puissent aussi être écoutés, mais aussi accepter les contraintes. Parce que à ce soir, on a 2000 pré-gates. Pré-gates, c'est des commerçants qui disposent de leurs documents pour aller récupérer les conteneurs. Il faut qu'ils aillent les récupérer. Il faut comprendre... Qui avait laissé les conteneurs en souffrance surtout, Il faut comprendre que partout au monde, un port normal fonctionne 24 sur 24, 7 jours sur 7. Les commerçants sénégalais, les transporteurs ne travaillent pas le week-end et que le port est ouvert. Le terminal à conteneurs ne voit personne le week-end. Et pourquoi? Parce que les gens ne travaillent pas le week-end. Habitudes ou... C'est des habitudes, c'est des mauvaises habitudes. Quand on est dans un port fonctionne 24 sur 24. Mes statistiques montrent un recul d'activité à partir de vendredi jusqu'à lundi. Alors que le port reste ouvert? Alors que le port reste ouvert. Quand le terminal à conteneurs consacre la capacité d'opérer 1600 à 1800 conteneurs par jour, de 8h à 11h, on ne voit aucun camion venir. Les commerçants se réveillent à 10h, les transporteurs arrivent à 11h. Si tout le trafic et toute la demande est consacrée sur une fenêtre horaire très serrée, le terminal à conteneurs ne peut pas délivrer. Si on dit que le TER prend 115 000 passagers par jour... Vous les appelez à changer d'habitude à ce niveau de mode de travail? Ils ont lancé une campagne de communication à ce niveau-là. Ouais. Le terminal à conteneurs est ouvert 24 sur 24 pour opérer. Si tous les commerçants se présentent au niveau de MSC, au niveau de Maersk Line, au niveau des ICD et au niveau de terminal à conteneurs, tous en même temps, entre 16h et 19h, ça ne marche pas. Il faut que le plateau soit plat, que ce soit étalé dans le temps. Oui. C'est la clé du succès de la congestion terrestre.
On vous emmène maintenant à la découverte du premier patrouilleur lance-missile de la Marine nationale. Il fait partie d'une série de 3 navires construits dans les chantiers navals de Piréo, dans le Finistère, au nord de la France. Il sera baptisé officiellement par le président Macky Sall. Visite guidée avec Moussa Mané. Les honneurs pour accueillir ce joyau de la Marine nationale. Le premier patrouilleur lance-missile est arrivé à son port d'attache à la base navale Amiral Faye Gassama. C'est un bateau qui est long de 63 mètres, un peu moins de 63 mètres, large de 9,50 mètres. Donc nous avons tirant d'eau la partie immergée qui est aux alentours de 3,2 mètres et un tirant d'air de 22 mètres. Nous avons un déplacement d'environ 680 tonnes. On est monté jusqu'à 103 000 litres de gasoil. Et on peut avoir une autonomie d'eau assez suffisante pour pouvoir tenir de 21 jours d'opération sans interruption, ainsi que prendre aussi des vivres pour 21 jours afin de pouvoir effectuer des opérations longues de 21 jours. OPV Wallo est mis à l'eau en 2021 après son transfert au pavillon Sénégal le 2 juin 2023. Il est immédiatement mis en service. Ce patrouilleur a une particularité par rapport aux autres navires de la marine sénégalaise. Il est doté de systèmes d'armement les plus avancés sur le plan technologique. Des canons qui nous permettent d'opérer plus dans la profondeur, de tirer plus avec une portée beaucoup plus longue. Nous avons des missiles qui nous permettent de traiter des menaces surface et des menaces aériennes. En termes de possibilités anti-asymétriques, nous avons des canons de petit calibre. Autre nouveauté, le bâtiment est écologique. Il peut naviguer en diesel comme en électricité pour éviter de polluer. Il a aussi un dispositif de traitement des eaux usées utilisé à bord. Le Wallo va assurer des missions régaliennes de la Marine nationale, bras armé de l'État en mer. Des missions de défense de l'intégrité du territoire, bien sûr à partir de la mer. Des missions d'action de l'État en mer. Service public, assurer le sauvetage en mer, assurer les contrôles de zone et ainsi de suite. Et bien sûr, les missions de surveillance. L'acquisition de ce premier patrouilleur lance-missile entre dans un vaste programme initié par le chef suprême des armées. Dans sa vision stratégique des enjeux et défis qui structurent l'espace maritime, le président de la République, Macky Sall, a pris la décision de doter la marine d'équipements nouveaux. 2 autres navires sont attendus très prochainement. Donc ces navires de guerre tout neufs vont nous permettre d'être dissuasifs et d'être capables de prendre en charge aussi bien des menaces conventionnelles qu'asymétriques et aussi de contribuer à la dimension de nos ambitions de marine régionale, aux mécanismes sous-régionaux et régionaux de sécurité maritime collective. Ils sont tous fabriqués dans les chantiers navals Piriou à Concarneau dans le Finistère en France. Avec le déplacement progressif du centre économique vers la mer, ces navires vont permettre à la Marine nationale de prendre en charge toutes les problématiques liées aux activités maritimes. On s'intéresse maintenant à la lutte contre les inondations. L'Office national de l'assainissement du Sénégal a beaucoup investi à Touba. Le directeur général, Mamadou Mamour Diallo, a réceptionné un lot d'équipements financés par l'État du Sénégal. Dans la ville sainte, l'ONAS œuvre pour en finir avec les inondations. Fatoumata Savané. 20 camionnettes pick-up, 20 motos, des pompes et équipements pour faciliter au service de l'ONAS d'être prompt à soutenir les populations après les pluies. Un don du directeur général de l'ONAS, il a pour objectif de solutionner le drainage des eaux de pluie. L'une des missions de l'ONAS, c'est de faire en sorte que les effets, en tout cas l'impact de l'hivernage ne soit pas difficile pour les populations. Et c'est pourquoi son Excellence de la République a mis les moyens qu'il faut pour permettre à ONAS de réussir cette noble et importante mission. Aujourd'hui, nous avons 20 4x4 pick-up qui sont là. Nous avons 20 motos qui vont, à n'en pas douter, accélérer la mobilité de nos services dans le cadre de nos interventions. Renforcer les capacités d'intervention de l'ONAS
mais aussi offrir à ceux qui s'activent pour aider leurs compatriotes sous les eaux des matériels et des équipements pour soulager les populations. Telle est la mission du directeur général de l'ONAS. Les associations qui s'activent dans le domaine des inondations, qui font preuve de beaucoup de courage, qui font preuve de beaucoup de patriotisme. Ces associations-là méritent l'appui et l'accompagnement de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre à leur disposition des équipements, c'est des bottes, des masques, il y a 200 bottes, 500 masques, il y a des motopompes de 100 mètres cubes, 80 mètres cubes et 50 mètres cubes heure, des gilets, 200 ensembles aussi toiles pour les pluies, 600 t-shirts, 300 casquettes avec logo ONAS, 200 pelles avec manches, 400 bouteilles de savon liquide et 100 brouettes en fer. Ce qui constitue un matériel utile pour faire face effectivement à ces inondations-là et soulager, comme je l'ai dit, les populations. De gros moyens pour les villes de Touba, Pire et Richard Toll. Par ces actions, l'ONAS compte protéger les collectivités locales des inondations. Dans l'actualité sportive, Afro-Basket féminin Kigali 2023 en demi-finale. Les Lions du Sénégal vont croiser ce soir les Aigles du Mali. Le Mali a dominé hier après-midi en quart de finale. La Guinée score 96-40, 56 points d'écart en phase de poule. Pour rappel, le Mali avait battu le Sénégal avec une avance de 23 points. C'était dimanche dernier à Kigali. Et sachez que vous pourrez suivre en direct sur la RTS 1 et 2 les finales des demi-finales de l'Afro-Basket à 16h. Le Nigeria fera face au pays hôte, le Rwanda. Et à 19h, le Sénégal retrouve le Mali à la BK Arena de Kigali. Les Jeux de la francophonie 2023, de l'or et d'autres médailles pour le Sénégal. Louis-François Mendy au 110 mètres et Mamadou Fall Sarr au 100 mètres et Cheikh Tidiane Diouf au 400 mètres. Ces trois athlètes ont fait tomber de nouveaux records pour notre pays. Retour sur les courses avec nos envoyés spéciaux à Kinshasa, Moustapha Ndiaye et Thierno Diallo. Louis-François Mendy reste le maître incontesté du 110 mètres et sur le continent. Le Sénégalais a une nouvelle fois pulvérisé le chrono en finale des Jeux de la francophonie avec 13 secondes 38. Vaut mieux m'appeler maintenant monsieur record parce que chaque compétition, je bats les records. Ça me motive toujours. Le matin, j'ai battu le record du championnat à 40, qui était à 50 et quelques. Et je me suis dit en finale, je vais le faire encore et j'ai pu faire ça encore. Le porte-drapeau du Sénégal est aujourd'hui une valeur sûre de l'athlétisme africain. Il peut encore faire mieux. Il est en bonne voie, il part au championnat du monde dans une semaine. Et donc d'ici, il va aller à Paris. Et donc le tempo est bon. L'essentiel, c'est de gagner la médaille et vraiment d'apporter quelque chose de plus à la moisson du Sénégal. Il a tenu sa promesse. Cheikh Tidiane Diouf a décroché l'or. Il a terminé primé sur le 400 mètres avec un chrono de 45 secondes 70. Je suis très content parce que j'ai gagné la finale du 400 mètres. Et je suis très content aussi parce que c'est la première participation pour les Jeux de la francophonie. Donc je suis fier vraiment d'être le premier, vraiment je suis fier, tellement fier. Oui, j'ai gagné la médaille avec 45-85, mais j'espère que je vais faire mieux. Parce que mon record personnel est à 45 secondes 48. Autre Sénégalais à avoir brillé sur la piste du stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, Mamadou Fall Sarr, il a fini deuxième aux 100 mètres avec l'argent autour du cou. Déjà, je suis content parce que je viens de battre mon record personnel et d'égaler le record du Sénégal. Et c'est les changements que j'ai eu les premières. Je suis fier de moi et de tout le travail que j'ai pu faire par rapport à cette performance et je sais que je peux faire plus. Au total, le Sénégal est 4e au classement général provisoire des médailles avec 8 breloques dont 4 or, 2 argent et 2 bronzes. Le Maroc occupe la première place suivie de la Roumanie et du Cameroun. Et en football, Coupe du Monde féminine, le Maroc s'est qualifié ce matin en 8e de finale après avoir battu la Colombie 1-0 pour une première participation au mondial féminin. Le Maroc a réussi un bel exploit. Le Maroc, je le rappelle, le Nigeria et l'Afrique du Sud, une grande première pour ces nations.
Place maintenant à l'actualité consacrée à nos régions. Le trésor des régions, c'est juste après ceci. On démarre avec la campagne agricole 2022-2023-2024. Le ministre de l'Agriculture effectue sa première sortie et c'est dans le cadre du suivi du programme national de maïs hybride pour 25 000 hectares. À cet effet, des zones ont été choisies pour mettre en œuvre le concept et c'est le bassin arachidier aussi en fait partie. Reportage de Pendambao. Première étape, visiter la commune de Latmengue, située au cœur du bassin arachidier devenu bassin agricole. Une zone propice à la culture du maïs. C'est ainsi qu'elle a été choisie comme bénéficiaire du programme national du maïs hybride. 183 hectares emblavés pour 132 producteurs composés d'hommes, de femmes et de jeunes. Et nous sommes privilégiés, la commune de Latmengue, mais étant jeune aussi, c'est une satisfaction, comme je l'ai dit, puisque nous, les années passées, nous sommes des producteurs. Nous faisons des kilomètres pour chercher le semence. Mais aujourd'hui, le programme maïs hybride nous a permis vraiment d'avoir le semence à l'heure, mais aussi d'avoir les intrants. Donc là, c'est une satisfaction, c'est une grande satisfaction. Mais aussi, saluer et remercier le ministre à travers ce programme, parce que ça va permettre à la jeunesse de rester au village. De rester au village non seulement, mais d'assurer, par exemple, l'alimentation, mais d'assurer également l'autonomie financière. Donc vraiment, on voudrait saluer ce programme qui rentre avec beaucoup de pertinence dans ces stratégies de souveraineté alimentaire que M. le ministre a eu l'honneur d'élaborer en collaboration avec ses collègues de la pêche et de l'élevage et qui constitue l'espoir du Sénégal au moins pour les 5 prochaines années. La commune de Latmengue et les communes environnantes ont été sélectionnées pour ce programme. Nous avons visité aujourd'hui 3 champs et nous tirons la palme à une dame, Mme Djeidiaou, qui a emblavé 10 hectares. Je pense qu'elle est la championne, en tout cas au niveau de Latmengue, sur un programme qui devrait intéresser à peu près 25 000 hectares dans l'ensemble du pays. Et ce que nous avons vu ici, en tout cas, nous encourage. Nous encourage parce que d'abord, les semis se sont bien passés. Nous considérons que tout le paquet technique est là. Tous les intrants sont sur place. Il reste simplement à prier le bon Dieu pour que l'hivernage se termine dans de très bonnes conditions. Ma visite également a été l'occasion pour tous ces paysans, ces agriculteurs de poser des problèmes, notamment sur le matériel agricole, comme vous le savez. Le président de la République a un important programme agricole de 85 milliards et nous a également demandé dans le cadre de la distribution non seulement de tenir compte de l'équité territoriale, mais également de faire un clin d'œil aux femmes. D'ailleurs, les femmes de Latmengue sont déjà attributaires de programmes, mais compte tenu de la sollicitation qui est faite, nous allons voir dans quelle mesure il est possible encore d'en rajouter. Une autre localité visitée, Taïba Niassène, ici, le maïs reste la principale culture. Avec la variété hybride, ce sont de bons rendements qui sont attendus avec une forte valeur ajoutée pour les producteurs. Ce programme spécial maïs hybride, c'est un programme très important. Donc l'apport qu'il peut apporter aux producteurs, c'est très important. Si on le canalise sur 2 aspects, je dirais que par rapport au rendement, c'est un maïs hybride qui a un potentiel de rendement de 6 à 12 tonnes. Donc c'est une différence par rapport au maïs local qui a un rendement de 2 à 3 tonnes. Donc ça peut régler certains problèmes, d'autant plus que vous savez que la guerre en Ukraine, les gens ont des problèmes de céréales. Donc ce maïs hybride peut vraiment constituer un frein par rapport au déficit de céréales au niveau du Sénégal. À l'élément de bétail aussi, ça va permettre aussi aux meuniers que les producteurs puissent aussi fournir aux meuniers du céréal pour résorber ce problème de maïs. C'est une importance capitale parce que quand on parle de souveraineté alimentaire avec les maïs hybrides qui peuvent sortir minimum 5 tonnes, je pense que ça va être une révolution alimentaire et que c'est un programme qui est bienvenu avec la mutation mondiale, avec les turpitudes mondiales en termes alimentaires. Je pense que on ne peut pas avoir un meilleur programme pour la souveraineté alimentaire. Le ministre et sa délégation se sont également rendus à Paoskoto où la championne du maïs, Nimna Yaïté, a reçu 100 tonnes de la variété hybride.
Vraiment, nous remercions le ministre de l'Agriculture pour son déplacement, pour venir nous visiter ici à Paoskoto, qui est vraiment une zone de culture par excellence, surtout pour le maïs. Et nous sommes vraiment contents de faire partie de ce programme national de maïs hybride. À nous seulement, à notre organisation, la FEPROMAS, nous avons officié de 5000 tonnes de semences dans le cadre de ce programme. C'est un privilège et nous comptons vraiment participer pleinement à la souveraineté alimentaire. Et nous remercions les ministres qui donnent beaucoup d'importance au suivi de ces parcelles et également aux producteurs que nous sommes. Vraiment, nous n'avons rien à dire par rapport à ce programme. Donc, en prévision, et nous avons également remarqué l'adhésion des populations, notamment la filière e-maïs, et également FEPROMAS aussi. Donc vraiment, c'est quelque chose que nous apprécions. Je pense que d'ailleurs, elle aura peut-être à faire 5000 hectares. 5000 hectares, c'est quand même pratiquement le 5e du programme. Donc elle a l'habitude de faire de bons résultats et nous pensons également que ces résultats que nous aurons vont encore nous pousser davantage les années à venir à nous préparer peut-être plus tôt et à emblaver peut-être, pourquoi pas, 4 ou 5 fois plus que ce que nous voulons faire cette année. Nous sommes partis du constat que l'année dernière, nous avons importé 380 000 tonnes de maïs. Et je pense que le maïs n'est pas très compliqué à produire, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. C'est pourquoi on a dit, allons-y cette année. Et puis, on va évaluer à l'arrivée. Et puis, pourquoi pas se préparer très tôt pour que pour l'hivernage prochain, qu'on puisse quand même faire sur des étendues beaucoup plus grandes. Et pourquoi pas, comme je l'ai projeté dans la stratégie de souveraineté alimentaire, être autosuffisant au maximum en 2025. Ce programme national de maïs hybride se donne comme objectif 25 000 hectares au niveau national. Les zones agroécologiques concernées sont le bassin arachidier et la zone sud-est. À signaler également que c'est la première fois que le ministère de l'Agriculture subventionne des variétés hybrides à hauteur de 50%. L'objectif de ce programme est de participer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Sénégal. Après Tambacounda, la région de Thiès installe la plateforme nationale de e-commerce Boutique 221. C'est une initiative de l'État du Sénégal. Elle permet aux PME-PMI d'avoir accès au marché international, mais pas que. Elle leur facilite aussi la livraison. Depuis l'avènement de la Covid-19, la vente en ligne, vous le savez, a le vent en poupe. Fatimata Banelba. L'accès à une clientèle plus large, la gestion des paiements en ligne et des livraisons, le renforcement des capacités sont les principaux avantages de la plateforme nationale Boutique 221. Une plateforme initiée par le ministère du Commerce qui permet aux opérateurs économiques d'évoluer plus facilement dans le e-commerce, qui est d'ailleurs un secteur en pleine croissance au Sénégal. La plateforme Boutique 221, c'est une plateforme déployée par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère en charge du commerce. Donc c'est une plateforme aujourd'hui qui permet aux opérateurs économiques, notamment aux petites et moyennes entreprises, d'avoir accès à des plateformes de commerce en ligne, des plateformes internationales. Donc c'est une plateforme qui offre différentes opportunités. Alors la première opportunité, c'est de pouvoir vendre en ligne. Donc cette visibilité qui permet aujourd'hui à un commerçant situé quelque part au Sénégal de pouvoir vendre en ligne à des clients qui se trouvent un peu partout dans le monde. L'autre possibilité, c'est la facilitation pour la livraison. Donc nous travaillons avec des sociétés de livraison qui sont connues au Sénégal et même au plan international. Nous avons démarré avec l'élaboration de la stratégie sur le commerce électronique. Maintenant, à travers cette stratégie, différentes actions ont été identifiées. Donc la plateforme, c'est une action de cette stratégie. Donc, et vu l'importance du commerce en ligne, avec l'apparition du Covid-19, le ministère du Commerce a accordé de l'importance par rapport à cette plateforme. Donc le ministère a contribué pour un montant de 100 millions, de 50 millions pour appuyer la plateforme. Par la suite, nous avons montré les résultats à nos bailleurs et ils ont contribué à hauteur de 100 millions. La boutique 221 dispose de plusieurs fonctionnalités facilitant ainsi l'achat et la vente en ligne. Et grâce à Gaïné 2000, les adhérents ont la possibilité d'ouvrir un espace dédié pour vendre leurs produits. Toute une stratégie de gestion, de formation et d'accompagnement est mise en place pour se différencier des autres plateformes. Cette plateforme en fait garantit tout ce qui est sécurité. Quand on parle de sécurité, on parle aussi des données à caractère personnel. Donc chaque boutique aujourd'hui, en même temps qu'il y a des données à caractère personnel, ce qui veut dire que ces données-là en fait sont garanties au niveau de la plateforme parce que Gaïndé 2000 en fait est hébergeur de la
de la plateforme. Si les petites et moyennes entreprises veulent tirer leur épingle du jeu dans le commerce électronique, elles doivent nécessairement changer de paradigme en développant des partenariats avec des startups de la place évoluant dans le e-commerce. D'où l'organisation de ces ateliers de sensibilisation sur le commerce électronique et sur le fonctionnement de la plateforme nationale de e-commerce auprès d'organisations agricoles et pastorales des 14 régions du Sénégal. Et cette triste nouvelle, le rappel à Dieu de Ouleili, technicienne à Radio Sénégal, décès survenu ce jeudi à la clinique de l'Amitié à Dakar. Le directeur général de la RTS et l'ensemble du personnel présentent leurs condoléances à sa famille et prient pour le repos de son âme. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. L'information revient dans quelques instants avec Khalisek pour les Xibar. Bel après-midi à tous. Au revoir. Kabirex est une entreprise qui innove dans le domaine de l'électronique. Donc quand on parle d'électronique, c'est beaucoup plus large. Nous sommes dans l'électroménager, le gaming, smartphone.